On va parler de cette envie subite, ou presque d'ailleurs, on l'écoutera dans un instant, de négocier avec un Poutine qui souffle le chaud et le froid. Hier, il promettait des frappes nucléaires en réponse aux attaques sur la Russie. Et aujourd'hui, ce sont plusieurs de ses proches et des proches du Kremlin qui ouvrent des pistes, des discussions pour mettre fin à la guerre. Toutefois, il y a une condition, que cela se fasse avec un certain Donald Trump. Dernière information, dernière explication avec ce sujet signé Lance Harris. C'est avec Donald Trump qu'il veut négocier. Vladimir Poutine est donc prêt, mais à ses conditions. Et pour lui, un accord doit refléter les réalités sur le terrain. Autrement dit, les 4 régions orientales, Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson, seraient partagées. Aujourd'hui, ces régions représentent 20% du territoire ukrainien d'avant l'invasion. Vladimir Poutine est également disposé à se retirer des parcelles dans la région de Kharkiv et de Mykolaïev, au nord et au sud de l'Ukraine. La Crimée, quant à elle, n'est pas un sujet de discussion. Aucune concession majeure donc. Et en plus, dans la balance, Moscou souhaite que Kiev abandonne ses ambitions d'adhésion à l'OTAN. Ce n'est pas la première fois que le maître du Kremlin envoie des signaux aux vainqueurs de l'élection présidentielle américaine. Mais pour le moment, aucun contact officiel n'a eu lieu entre les deux hommes. Nous verrons comment la situation se développe. On peut s'attendre à ce que certains contacts aient lieu. Il est impossible de prédire quand cela se produira. Et je pense que dès que ce besoin se présentera, il coïncidera des deux côtés. Geler le conflit n'intéresse pas la Russie, qui sur le terrain est en position de force. Au Kremlin, on déclare même que l'Occident doit accepter la dure vérité. Coup de bluff face à un Donald Trump et ses déclarations. Vous disiez que vous régleriez cette guerre en quelques jours ? 24 heures pour arrêter cette guerre qui dure maintenant depuis plus de 1000 jours. Ce bras de fer, Vladimir Poutine préfère l'engager avec lui plutôt qu'avec Joe Biden, qui hier a donné son feu vert à l'Ukraine à tirer des missiles ATACMS sur la Russie. Catherine Gentil, c'est vrai qu'on a l'impression que depuis quelques jours, notamment depuis l'élection d'un certain Donald Trump, ça a redonné du baume au cœur du côté du Kremlin. Alors on le verra. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas si bien. Sur le terrain peut-être, mais en tout cas en Russie, ça ne va pas si bien. Mais ce côté j'ai envie de négocier, à peu près à ma sauce, mais surtout avec les Américains. Nous, Européens, on a bien évidemment totalement disparu. Mais c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Mais c'était un des objectifs de la guerre de Vladimir Poutine. De toute façon, c'était de se retrouver au même niveau que le président américain. C'est-à-dire qu'on revient à la période qui lui manque manifestement beaucoup, où c'était l'Union soviétique, qui était à force égale quasiment avec les États-Unis d'Amérique. Donc il veut 2 choses, retrouver ce prestige de la Grande Russie, et il veut donc négocier avec Donald Trump parce que Bob Woodward, qui est un des grands journalistes américains, qui a écrit un livre récemment et qui a de très bonnes sources depuis quelques décennies, a expliqué qu'il s'était parlé 7 fois durant la période où Donald Trump déjà n'était plus à la Maison-Blanche. Donc on imagine qu'ils ont parlé d'autre chose que de comment le vice-président putatif Elon Musk parle avec lui aussi régulièrement. Voilà. Donc, il est clair qu'ils ont dû déjà avancer justement sur ce dossier, parce que si Donald Trump veut régler la guerre en 24 heures quand il va arriver à la Maison-Blanche, évidemment, il faut le préparer à l'avance. Donc, c'est pour ça que Vladimir Poutine se sent particulièrement à l'aise, et c'est pour ça aussi sûrement d'ailleurs que Joe Biden, à contrario, a donné l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser les fameux missiles à longue portée ATACMS sur le territoire russe pour contrebalancer justement cette situation. Qui en fera les frais ? On va l'écouter tout à l'heure parce qu'hier, il y avait une supplique du président ukrainien. Les Ukrainiens, les Européens, là, on a l'impression que c'est... Oui, pas d'Européens, bien sûr, ni pour le l'un dîner. ni pour l'autre. C'est-à-dire qu'on négocie entre amis sur le dos des autres.
C'est la position des Russes depuis le début. Ils considèrent que leur seul interlocuteur valable, c'est Washington. Donc là-dessus, il faut reconnaître que Vladimir Poutine est cohérent. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ça se fera d'abord au détriment des Ukrainiens, bien évidemment, mais aussi au détriment des Européens qui, plus que jamais sur ce dossier, ne sont en réalité nulle part. On a vu l'échec au G20 à faire passer dans le communiqué final des mots sur l'Ukraine. On voit bien que la situation d'où le coup de sang de Zelensky d'ailleurs. La situation d'antagonisme entre la plupart des chancelleries européennes et la nouvelle administration américaine qui va arriver incite peu Donald Trump à écouter ses alliés européens. Et donc finalement, le scénario d'un face-à-face Poutine-Trump, c'est le plus probable et c'est aussi le plus favorable pour les Russes. Didier François, les dindons de la farce, ce sont les Ukrainiens, nous aussi, bien évidemment. Mais Trump, on a l'impression, un peu comme vous le disiez d'ailleurs, Catherine, qu'on négocie à bas bruit et qu'effectivement, à partir du moment où sort quasi le contrat, on est quasi d'accord, en 24 heures, ça peut être plié. Oui, alors ça c'est l'option favorable. C'est pas sûr que ça se passe comme ça. C'est le tout va bien. Comme diraient les Russes, c'est fiot pas planum, c'est selon le plan, mais en général le plan est rarement. Alors il y a plusieurs obstacles à tout ça, malgré tout. D'abord, la capacité de résistance ukrainienne. C'est vrai qu'ils reculent, c'est vrai qu'ils ont du mal et que ça va pas s'arranger pour eux si les Américains arrêtent de leur donner une partie des armes qu'ils reçoivent. C'était quand même le fournisseur principal. Nous on donnait beaucoup d'argent et un peu d'armes. Les Américains donnaient beaucoup d'armes et un peu d'argent et pas mal d'argent. Donc s'il y a ça qui tombe, on voit bien que déjà aujourd'hui c'est difficile. Là, ça sera carrément compliqué. Néanmoins, ils ont fait un peu de stock, ils sont résistants, c'est pas si simple pour les Russes qui mettent un gros paquet, qui ont des grosses pertes, justement pour avancer au plus vite et être en meilleure position au cas où, c'est le fameux, on le voit bien, sur tous les fronts, ils poussent comme des fous et ils acceptent des pertes énormes pour justement grappiller tout ce qu'ils peuvent grappiller. La deuxième chose qui n'est pas simple, c'est de lire la véritable hubris, enfin ce que veut vraiment Poutine. Il n'est pas à l'abri de faire une bêtise, comme il l'a fait au début de la guerre en déclenchant une guerre qu'il pensait gagner en 3 jours et que finalement, certes, il a pris presque 20% du territoire ukrainien, mais enfin, il n'en est qu'à 20% du territoire ukrainien au bout de 1000 jours. Donc l'affaire n'est pas non plus totalement réglée pour lui. Il demande toujours, pour ce qu'on en sait et ce qu'on en voit, ce qu'il demandait au début de la guerre, c'est-à-dire de la neutralisation de fait de l'Ukraine, ce qui pour nous est inacceptable. Et donc là-dessus, il n'aura pas de reconnaissance du fait que ce qu'il va annexer lui sera reconnu comme tel par la communauté internationale. Et surtout, il va exiger, comme d'habitude, la neutralité de l'Ukraine et aussi un certain nombre de choses, comme par exemple le désarmement d'une partie du matériel américain qui a été déployé en Pologne. Et ça peut mettre les Américains dans une sacrée butée. Et Trump n'est pas prêt non plus à négocier. Il est prêt à négocier une capitulation de l'Ukraine, un affaiblissement de l'Europe, mais pas une défaite de sa part. C'est ça qui va être compliqué. C'est bien pour ça qu'on parle de négociation et que les plans ou le plan n'est pas encore sur la table. En tout cas, du côté du Kremlin, on y pense et on pose clairement ces conditions sur la table. Dans le rôle du négociation et du négociateur en chef, vous avez Vladimir Poutine. On va l'écouter. Au contraire, nous sommes déterminés à créer les conditions d'un règlement à long terme afin que l'Ukraine devienne enfin un État souverain indépendant et ne soit pas un outil entre les mains de pays tiers et ne soit pas utilisé dans leurs intérêts. On veut s'asseoir à la table des négociations et les mener à bien. Mais les dirigeants du régime de Kiev ne veulent pas y participer, notamment, je pense, parce que l'ouverture de pourparlers de paix entraînerait la nécessité de lever la loi martiale. Et immédiatement après, des élections présidentielles seraient organisées. Apparemment, ils ne sont pas encore prêts. La balle est dans leur camp. Alors, on va parler dans quelques instants de la supplique hier de Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il a été écouté aux États-Unis? Je ne sais pas. À chaque fois que vous écoutez Vladimir Poutine, vous faites comme ça. Oui, c'est à ce point consternant les velléités ou les volontés du président russe. C'est juste que comment il y a alors évidemment la notion de faire de l'Ukraine un État vraiment souverain alors que les Russes l'envahissent indépendant c'est le modèle biélorusse en fait qui nous propose c'est extrêmement c'est ça, c'est le scénario biélorusse. Un oblast de plus dans la Fédération de Russie.
Indépendant de l'OTAN, indépendant de l'Europe, indépendant des Occidentaux. Maintenant, il y a encore une fois, il y a une réelle cohérence dans le discours russe, y compris dans l'instruction d'un procès en illégitimité du gouvernement ukrainien, parce que c'est ce que dit Vladimir Poutine. Il le dit et c'est une ligne politique. Il le dit de plus en plus fort. Oui. C'est une ligne politique qui est constante dans la communication du Kremlin. Maintenant, ce que moi j'entends, c'est ce qu'il dit au tout début, qui est un règlement durable. On a tendance à oublier qu'en 2021, je crois, la Russie avait proposé aux États-Unis, à l'époque, un espèce de grand traité sur la sécurité en Europe, qui consistait en fait à détricoter tout ce qui avait été fait à la fin de la guerre froide pour faire une nouvelle entente entre grandes puissances, entre guillemets, donc dans l'esprit russe, c'est-à-dire les Russes et les Américains, pour en fait neutraliser les frontières européennes de la Russie. C'est ça, en réalité, à mon sens, que cherchent les Russes, et c'est ça qu'ils cherchent à remettre sur la table. C'est-à-dire que ça dépasse la question de l'Ukraine, c'est en fait toute la question de l'évolution de la géopolitique européenne depuis 1991. C'est ça le problème. C'est ça qui risque de bloquer. Oui, c'est pour ça que ça risque de bloquer. On va avoir 100% d'accord. Enfin, c'est évidemment que c'est ça. Leur problème depuis le départ, c'est l'Ukraine n'est qu'un outil. C'est là qu'ils pouvaient le faire parce qu'il y avait la faiblesse, qu'ils n'étaient pas dans l'OTAN, etc. Enfin bon, on peut prendre sous tous les angles qu'on veut. Mais en fait, quand nous on explique depuis le départ, c'est pas qu'on est, c'est pas qu'au d'un seul coup on est tombé amoureux des Ukrainiens. Enfin, c'est pas le sujet. Le problème, c'est que malheureusement, c'était le point faible pour attaquer l'Europe. Et c'est bien ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est détruire l'architecture de sécurité européenne qui s'était vaguement remis en place à partir de 91 et l'effondrement de l'Union soviétique, en discutant directement avec les Américains contre nous, sans nous demander notre avis sur le traité, sur la portée des armes intermédiaires nucléaires. Alors c'est quand même chez nous que ça tomberait. Donc on a peut-être envie de dire notre mot, nous en tant que France et en tant qu'Européens. Eux, ils veulent pas l'entendre parler, ils veulent en discuter directement avec les Américains. Il y a deux trucs qui bloquent. C'est que les Américains n'ont pas tellement envie de rentrer simplement dans une discussion où en plus ils exigeraient que les Américains en fait retirent une partie de leur capacité de protection à eux. Et surtout, il y a le problème de la Chine derrière. Pourquoi il y a la Chine ? Parce que pourquoi ce fameux traité de sécurité européenne, c'était un peu sur les traités, sur les armes intermédiaires, s'est effondré. C'est parce qu'ils n'incluaient pas les Chinois. Or, les Chinois sont terriblement montés en gamme là-dessus, ont de plus en plus d'armes à portée intermédiaire, qui ne sont pas. Et donc, les Américains disent, mais attendez, il n'est pas question qu'on discute directement avec les Russes si les armes nucléaires chinoises sont pas prises en compte dans l'affaire. Sinon, là, pour le coup, on va être les dindons de la farce. Donc, et Trump, qui l'air de rien, on peut en penser ce qu'on veut de Trump. Vous avez le droit d'avoir toutes les opinions que vous voulez, mais ça reste quand même le défenseur des intérêts des Américains. Et dans une affaire pareille, avant tout. Après, ou alors c'est vraiment j'ai raté un épisode. Non, mais il l'a dit. C'est pas impossible. Mais il l'a dit après son élection. Il voulait redonner toute la grandeur passée et perdue de l'Amérique. Donc c'est pour ça que l'affaire n'est pas réglée de départ. C'est là où ça se complique pour Poutine, effectivement. Voilà. Donc lui, il essaye de vendre le fait, mais c'est bon pour moi, je le contrôle, tout va bien. Mais en fait, en vrai, c'est pas si vrai.